Bonjour et bienvenue dans ce nouvel interview. Aujourd'hui, c'est très spécial. On est à Bordeaux, dans une école alternative juste incroyable qui a été créée par Enora Aman. Enora, bonjour. Bonjour. Donc Enora, tu es institutrice de métier, éducation nationale, et tu as bifurqué récemment vers une école alternative de type Montessori, et tu as décidé rapidement de créer ta propre école, c'est bien ça? Tout à fait. Alors Enora, en deux mots, c'est quoi déjà la philosophie Montessori, pour ceux qui nous écoutent, Mm. qui ne connaissent pas? Et c'est quoi ton approche par rapport à celle-ci? Alors, la philosophie Montessori, en fait, c'est une pédagogie qui a été inventée par Maria Montessori dans les années 1900. Maria Montessori, elle était médecin. Ok. Déjà, c'est une première approche de féminisme, puisque des femmes médecins à cette époque, il n'y en avait pas beaucoup. Elle a travaillé avec les enfants et elle a développé toute une pédagogie euh, où vraiment on met l'enfant au centre des apprentissages. C'était pas du tout le cas avant. D'accord. L'enfant n'était même pas considéré presque comme un adulte, enfin, comme un humain, c'était un Quelle peu époque? 1900. 1900, ok. L'enfant, on s'en occupait pas, il devait remplir ses devoirs d'élève, et enfin, ça s'arrêtait là. Maria Montessori, elle a déjà mis tout l'environnement de l'enfant à sa taille, et par ses observations, elle a compris qu'il fallait ben, rendre l'enfant acteur de ses apprentissages. Donc c'est une méthode qui est basée sur du matériel qui passe par le toucher, Ok. la manipulation, le concret toujours avant l'abstrait. Tout est individualisé, on regarde ce que fait l'enfant, où il en est, il a des périodes sensibles et on répond à ces périodes sensibles d'apprentissage. Si l'enfant est très intéressé par l'écriture, c'est à ce moment-là qu'on apprend à écrire, à lire. Si il compte tout ce qu'il a autour de lui, et ben c'est le moment où on va en faire plein de maths. Et Ok. quitte à mettre le reste de côté à ce moment-là, tant pis. De toute façon, c'est en répondant à la période sensible que l'enfant va mieux apprendre. D'accord, ça c'est la philosophie de Tout à Maria fait. Montessori. Donc moi, tout ça, par mon expérience en éducation nationale, forcément, ma première approche, c'était de voir les petits ateliers de manipulation, motricité fine. Ok. C'est ce qui est un peu le plus connu en fait, hein, c'est les ateliers de transvasement, de pinces, les volumes également. Donc j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai vite accroché par le côté individuel en fait. C'est qu'un enfant en éducation nationale, c'est par tranche d'âge et ils apprennent tous la même chose au même moment et on se rend Ouais. vite compte que ça fonctionne pas. Puisqu'en fait, effectivement, il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui ont besoin de plus de temps, et puis il y a des enfants qui ont un intérêt sur quelque chose, mais on essaie de lui apprendre autre chose, ça ne fonctionne pas. Euh, donc ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de me baser sur l'enfant, de voir l'enfant et qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour qu'il développe ses compétences, ses apprentissages. De Euh, voir l'enfant, tu veux dire, au lieu que ce soit une classe, voilà, c'est de l'enfant, prendre l'unicité de chaque c'est ça. enfant. D'accord. Donc ça demande, c'est pas facile hein, dans une classe nombreuse, parce que Ouais. ça demande d'apporter à chaque enfant la bonne chose au bon moment, donc on observe beaucoup, on prend le temps, parce que du coup forcément c'est plus facile de faire une leçon à 30 enfants en Bien même sûr. temps que de faire une présentation, parce qu'en Montessori on utilise le mot présentation de matériel, donc D'accord. on présente un nouveau matériel à l'enfant qui en a besoin au bon moment, et là c'est de manière individuelle. Donc on présente en fonction des besoins des périodes sensibles de l'enfant. Ça, ce qui m'a plu en philosophie Montessori. Après, au-delà de ça, moi, ce qui est important, c'est que l'enfant se sente bien dans l'école, qu'il se c'est à son rythme, qu'on n'est pas tout le temps en train de se presser pour la récréation. On peut se laisser porter sur une découverte, et ben on va prendre le temps de travailler là-dessus. Il y a aussi une grande part d'art, tout Là. c'est artistique, culturel, qui est peut-être un peu moins présent de base dans la pédagogie Montessori, en tout cas chez les petits, et pour moi c'est hyper important. Donc faut prendre le temps de sortir, le temps de sortir au musée, de manipuler, de Dans découvrir ton tout ça. école, tu vas au musée avec les enfants? On sort le maximum. D'accord. On essaie de sortir au maximum. On fait aussi du temps en forêt. D'accord. On joue en extérieur. C'est un peu sur le concept des forest schools à l'étranger. Ouais. On sort, alors sans forcément avoir un objectif d'apprentissage directement derrière. Mais en fait, tant que l'enfant n'a pas créé un lien avec la nature, c'est impossible de parler d'écologie pour moi. Et pour moi, l'écologie, c'est central dans le monde d'aujourd'hui. Mais pour qu'on puisse apprendre à l'enfant de faire attention à ses déchets, attention à sa consommation d'énergie, attention à son alimentation, en fait, il faut d'abord qu'il ait envie de faire attention à la nature.
Et pour avoir envie de faire attention à la nature, il faut sortir, il faut avoir un lien avec le faut le qu'ils se monde. connectent, qu'ils Voilà, comprennent et qu'ils... un lien avec les végétaux, un lien avec le vivant, un lien avec tout ce qui l'entoure, la beauté des saisons. Et en fait, ça se fait en sortant, en jouant dans la boue, en sautant dans les flaques, en construisant des cabanes. Dans ton école, ils jouent dans la boue, les gamins? Oui, Ah. une fois par semaine au moins. Normalement, tous les vendredis, on sort. Alors, sauf... Le problème, c'est qu'on a, c'est par exemple, par rapport aux forest schools à l'étranger qui ont le droit de faire un feu dans nos forêts de pins, on ne peut pas. On n'a pas un lieu à nous. Donc, on a la limitation de la pluie qui est quand même désagréable quand il fait froid. Et voilà. Mais sinon, même s'il y a des énormes flaques qui sautent dedans, il faut avoir l'équipement correct. Et après, c'est que du bonheur. Voilà. Donc, du coup, tu as pris cette philosophie Maria Montessori, Oui. qui est axée sur les besoins de l'enfant, les Tout à périodes fait. sensibles, etc. Et tu as fusionné avec ton expérience d'enseignant issue de l'éducation nationale, c'est bien ça? Oui. Et là-dessus, tu as mis ta philosophie personnelle qui est le respect du vivant, l'écologie Oui. et la connexion de l'être humain avec la nature, notamment des enfants avec la nature, c'est bien ça? Et du coup, donc, tu en as créé une école. Pourquoi tu as créé cette école? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton école ici? Oui, Ouais. oui, tout à fait. Oui. Depuis quand? 4 ans. L'école va fêter ses 4 ans dans quelques semaines. Là. Alors, pour les gens qui regardent peut-être dans 1, 2, 3, 5 ans, en quelle année tu as créé là, c'était l'école? en janvier 2019. Janvier D'accord. 2019. Janvier 2019, tu as créé cette école. Ouais. Et pourquoi? C'est quoi l'idée originale? Pourquoi tu as créé le déclic qui a fait que, allez, je crée ma structure? Parce que j'imagine que c'est pas simple à créer. Oui, non. Alors, donc, j'étais dans l'éducation nationale à Paris. Ouais. J'ai voulu changer de région vers Bordeaux, donc Gironde. Donc tu es parisienne? Non, alsacienne. Okay. J'ai passé mon concours à Paris et j'ai voulu quitter cette région. Très difficile d'avoir cette mutation. D'accord. Un des problèmes de l'éducation nationale et qui est un poids pour beaucoup d'enseignants, c'est de ne pas pouvoir bouger de région, c'est très compliqué. Donc j'en ai profité, j'ai demandé une année de disponibilité. Okay. Et j'en ai profité pour me former en Montessori parce que ça m'intéressait déjà, sans avoir beaucoup de bases, que des petites lectures personnelles, mais j'avais besoin de me former pour mieux comprendre. D'accord. Donc j'ai pris 1 an en faisant des petits boulots à côté, mais 1 an de formation. Tu avais la formation éducation nationale traditionnelle et là-dessus tu as rajouté 1 an de formation Montessori. Tout à fait. Okay. Donc avec un an de stage dans une école en plus de la partie théorique. Et donc j'ai mis les pieds dans une école Montessori de 15 enfants. Donc c'est tout Une classe de 15 enfants ou une école? Une école de 15 enfants. D'accord. Un rythme complètement différent. De quel âge à quel âge les 15 enfants? 3 à 6. 3 à 6, donc les maternelles. Que maternelles, voilà. Entre-temps, ils ont ouvert à les plus grands, mais à ce moment-là, quand j'étais dans cette école, c'est 3 à 6 ans. D'accord. Un rythme complètement différent de ce que j'ai connu sur les écoles parisiennes avec 200, 300 enfants lâchés dans des cours bétonnés. Rythme complètement différent. Et en fait, très rapidement, je dis en fait, je ne peux pas retourner dans l'éducation nationale parce qu'en fait, il y avait l'enseignement, ça m'a toujours passionnée. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais il y avait toujours un truc qui me dérangeait. Il y avait ce côté machine où on va vite, on presse l'enfant, on ne respecte pas son rythme. J'ai un souvenir de classe de petite section où à peine sortis du dortoir, on les envoyait dans la cour parce qu'il était l'heure de la récréation, mais il faisait 5 degrés dehors et moi personnellement on me passe de la sieste dans un lit chaud à 5 degrés dehors au milieu de 200 enfants. Je suis pas sûre d'aller bien et on demandait ça à des enfants de 3 ans. Donc en fait c'est le rythme complètement différent qui m'a tout de suite interpellée. Alors le matériel Montessori évidemment ça m'a plu aussi parce que c'est parlant en fait. Je pense que tout... C'est quoi, alors pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le matériel Montessori? Le matériel Montessori en fait c'est... Alors, le plus parlant, je vais parler du matériel 3-6 ans en maternelle. C'est 5 domaines d'apprentissage. Donc la vie pratique, c'est tout ce qui est travail de pince, de transvasement, puis de la couture, en fait, tout ce qui est dans la vie quotidienne. Ça permet de l'enfant de gagner de l'autonomie, la motricité fine, la confiance en soi, parce qu'il est capable de faire de plus en plus de choses. La concentration également, puisqu'il faut faire une activité du début à la fin. Ouais. Le deuxième domaine, ça va être le sensoriel, travail des 5 sens. Okay. Préparation à la géométrie derrière tout ça. Dès 3-6 ans? Dès 3-6 ans. D'accord. Les 5 sens, c'est central en Montessori parce qu'en fait, on passe tout par le toucher. Donc, il faut que le sens du toucher soit particulièrement développé. Il y a je dis après, mais c'est pas un ordre chronologique. Okay. Mais on a également le langage, donc c'est le travail du vocabulaire, puis
la lecture, l'écriture, les mathématiques. Le matériel mathématique, il est particulièrement incroyable parce qu'on passe tout par le concret. Donc dès tout petit, on travaille sur l'unité, la dizaine, la centaine, le millier. On fait des grands calculs, des grandes additions, des grandes soustractions. Dès 3-6 ans. Et en fait, ils comprennent vraiment ce que c'est le nombre. C'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, pour plus tard, pour le calcul mental, pour la compréhension du monde qui les entoure, c'est comprendre, ok, ça c'est une dizaine, ça c'est une unité, ça c'est une centaine, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Donc après, effectivement, quand à 6 ans, 7 ans, on leur demande de faire un calcul avec du plus 10, plus 20, c'est évident en fait. Parce qu'en fait, ils sont tellement manipulés en visionnant vraiment ce que c'est une unité, une dizaine, une centaine, un millier. Et le dernier domaine, c'est la culture. Donc culture, c'est très vaste. C'est tout le monde qui nous entoure, et ça, c'est un domaine qui est évidemment aussi travaillé en extérieur quand on sort. En fait, ça va être la biologie, la zoologie, la géographie. De l'âge de 3 à 6 ans, tu commences de suite à enseigner la géographie, la zoologie et ce genre de choses. Bien sûr. En fait, ils sont réceptifs, les enfants, à cet énormément. âge-là. Ils adorent les puzzles des continents, ils adorent. D'accord. En plus, le puzzle, en fait, en dehors du puzzle du planisphère, après, il y a les puzzles de chaque continent qui sont décomposés. Donc ça, c'est le matériel Montessori dont on parle. Voilà. Le puzzle de l'Afrique, hein, il y a tous les pays africains. Les adultes tu as un puzzle avec 54 pays, donc 54 pièces en forme de pays que tu accoles les uns par rapport aux autres. D'accord. Les adultes ont du mal à le faire, les enfants adorent. Il est vraiment bien fait parce qu'en fait, même le bouton de préhension, où on attrape la pièce, il est situé à l'endroit où il y a la capitale. Donc inconsciemment, déjà, l'enfant travaille où se situe la capitale dans le pays. Donc, et c'est ludique parce que en plus c'est coloré, c'est joli, c'est grand, c'est des grands puzzles. Voilà, j'essaie de le placer. C'est des grands puzzles, ils ont un côté challenge, ils aiment bien le faire à plusieurs également, ces puzzles. Donc dès tout petit, en fait, ils peuvent s'ouvrir au monde et voilà, et éveiller la curiosité sur plein de choses. Voilà, le matériel on sent vraiment la passion et l'engagement dans ce métier, dans ce magnifique métier. On sent que tu aimes vraiment le partage et l'éducation des enfants. C'est rien de plus chouette que de voir un enfant avoir les yeux pétillants de ses découvertes et d'enrichir la curiosité, en fait. Parce que, en fait, globalement, les enfants de 3 ans, il y a une phase où ils posent tout le temps plein de questions. Pourquoi ? Et moi, j'ai jamais compris pourquoi, d'un coup, en fait, on avait des enfants qui ne posaient plus de questions, qui ne s'intéressaient plus à rien. Et maintenant, tu sais ? Et je pense qu'en fait, c'est parce qu'on répond pas à leur curiosité. L'éducation nationale, par ce côté, on fait les mêmes leçons à tout le monde en même temps. En fait, on désintéresse les enfants. On éteint l'enfant quelque part ? C'est ça que tu es en train d'évoquer ? Certains, oui, en tout cas. Après, il y a certains enfants pour qui ça correspond bien, tant mieux pour eux. Mais il y a plein d'enfants, en fait, ça ne leur correspond pas. Et du coup, ils s'ennuient. Ou soit ils s'ennuient, soit c'est trop dur, mais en tout cas, ça répond pas à leurs besoins. Et du coup, forcément, en fait, quand on répond pas à nos besoins, on attend que ça passe. Donc là, s'il y a des parents qui nous écoutent et que leurs enfants leur posent des questions, pourquoi ça marche comme ci, pourquoi est-ce qu'il y a ça, il faut, donc c'est un conseil aux parents, il faut absolument, quoi qu'il arrive, répondre aux enfants. Alors, évidemment, il y a des moments où on ne peut pas tout le temps répondre, mais alors reporter à la chose, c'est pas dire je grossis le trait, mais tu me saoules avec tes questions. Ça, surtout pas. Non. Okay. Si vraiment c'est pas le moment, parce que la vie, elle est... En étant réaliste, on n'a pas tout le temps de répondre à tout, et c'est de reporter, ou alors aussi pas hésiter à dire je ne sais pas, parce que c'est aussi le côté l'adulte sait tout, ça je lutte contre ça, parce que les enfants souvent, même mes élèves me posent des questions et pensent que je sais tout. Non, je ne sais pas tout. Et du coup, tu gères comment on va chercher, soit je vais me renseigner, soit on va chercher ensemble. D'accord. Mais c'est important en fait que l'enfant comprenne que à notre âge, on apprend encore des choses, on enrichit nos pratiques. Là, récemment, j'ai fait une formation aussi pour compléter mon cursus autour de la Terre, en fait, l'histoire de la Terre. La planète ? Voilà, la planète, la Terre, les étoiles, l'univers, l'histoire de la Terre, de l'univers. Et je leur ai dit aux enfants que j'ai fait une formation.
Et ça les intéresse en fait de dire que ok, c'est pas parce qu'on est enfant on doit apprendre, l'adulte c'est tout. Non, tout le monde continue à apprendre. C'est hyper important pour moi. Et donc c'est aussi hyper important de dire à son enfant, bah là, à cette question je ne sais pas. Et pas inventer une réponse ou dire bah non, j'en sais rien, voilà, passe à autre chose. Ouais, t'es vraiment chercher, acheter des livres, aller à la bibliothèque, même Internet, c'est aussi une réponse. On va rapidement chercher sur Internet, comprendre que l'Internet, c'est avoir une mine d'informations inépuisable. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas ça le plus important. C'est on peut trouver toutes les réponses à tout ce qu'on cherche tout le temps. Et quand on a ça, en fait, c'est que du coup, souvent, ça rebondit sur notre question. Oui, c'est sans fin après. Voilà. Et du coup, le gamin, il attise sa curiosité, ça l'allume. À l'inverse de l'éteindre, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et là, on était... hier encore, on était au muséum avec les enfants, les élémentaires. Muséum, c'est-à-dire Muséum d'histoire naturelle. Donc, avec les squelettes des dinosaures et tout. Voilà. Okay. Donc il y avait des personnes du musée qui répondaient aux questions des enfants. En fait, les enfants, ils n'arrêtaient pas de leur poser des questions, mais ça s'enchaînait. Et je voyais que les adultes n'avaient pas forcément l'habitude que les enfants leur posent autant de questions rapidement sur plein de sujets différents. Et parce que je pense que justement, cette curiosité, elle est stimulée en permanence. Et donc, par rapport à ce qu'ils voyaient autour, ils posaient des questions sur « Ah, et ça, alors, et ça, et ça ». Et à chaque fois qu'elle répondait, la dame, il y avait des nouvelles questions qui émergeaient. Et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est comme ça qu'on continue à apprendre. Ouais, que tu donnes, en fait, de la lumière à l'intérieur. En fait. C'est ça. Ok. Et du coup, là, tu parles dans sa globalité, puisqu'on parle d'unicité, puisque tu l'évoquais tout à l'heure. Comment toi, tu fais en tant qu'adulte, en tant qu'enseignante, qu'éducatrice, comment tu fais pour aider chaque enfant dans son unicité à développer son propre potentiel? C'est quoi ta stratégie, ta philosophie par rapport à ça? Pour moi, ça repose essentiellement sur la confiance en soi. C'est l'étape principale. La base, la fondation. La base, en fait. La confiance en soi. C'est la confiance en soi. Une fois qu'on a la confiance en soi, on peut tout imaginer et on peut tout envisager. Et par contre, si on n'a pas confiance en soi, on va s'enfermer derrière ce qu'on attend de nous et sans aller plus loin, en fait. Quand tu as confiance en toi, c'est toi ton rôle en tant qu'enseignante, en tant qu'éducatrice, c'est de faire en sorte que le gamin, quel que soit son âge, il bâtisse une confiance en lui. C'est ça, confiance en ses capacités, confiance en sa curiosité aussi. C'est pas hiérarchiser les apprentissages, c'est que évidemment, surtout à partir de 6 ans, forcément les lectures, les mathématiques, c'est important parce qu'on en a besoin par la suite. Et puis pour ses études potentiellement futures, c'est important qu'ils aient un socle important. Le matériel Montessori, justement, il répond à ça, donc c'est pas une inquiétude en général. Mais c'est pas parce que l'enfant est fort en maths qu'il est plus important, cet élève-là, qu'un enfant qui va être fort en art, fort en sport. En fait, c'est que chacun a sa richesse et il faut pas hiérarchiser, en fait. C'est que... Ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, j'ai l'impression que dans le traditionnel, dans l'éducation nationale traditionnelle, on hiérarchise quand même. Les mathématiques, c'est vachement plus important que la musique, par exemple. Bien sûr. Pour toi, c'est pas le cas? Non. Alors forcément, en temps horaire, on fait quand même beaucoup plus de maths et de français. Il faut quand même répondre... On répond quand même aux besoins au programme de l'éducation nationale, même en école alternative. Parce que l'enfant peut-être va rejoindre le cursus classique un jour. Enfin, en tout cas, c'est important de répondre à ces programmes. Pour autant, on va faire d'autres choses. Un enfant qui va briller en sport, briller en musique, briller en art, briller en sciences, enfin, tout ça, on va le pousser et puis ça va être autant mis en avant qu'un enfant qui va avoir un cahier très soigné, qui va être très fort en maths. Enfin, voilà, c'est pas hiérarchisé pour que l'enfant, là où il se sent à l'aise, là où il a un talent aussi, parce que je pense qu'on a chacun ses talents et chacun ses facilités, qu'il puisse continuer à aller là-dedans sans se dire moi je suis fort en musique mais ça sert un peu à rien donc tant pis je vais mettre aux maths. Alors que des artistes merveilleux il y en a aussi donc voilà, c'est pas forcément se dire si je suis nulle en maths j'ai raté ma vie. Faut surtout pas que l'enfant se dise ça un jour. Voilà. D'accord. Du coup, on sent, au-delà de la passion, on sent qu'il y a une vraie expérience. Depuis combien de temps tu enseignes à ce stade, ça va faire bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Ouais. Et durant ces 10 années, c'est quoi l'événement, l'anecdote, l'expérience qui t'a profondément marqué professionnel, j'entends? Quelle situation particulière J'ai pas forcément de
une expérience en fait. Je pense que c'est tous les moments où, voilà, où les enfants, on sent qu'il y a un déclic qui se passe, on sent que le regard s'illumine, on sent la curiosité qui s'éveille, on sent la confiance qui se regagne. Et ça, j'en ai tellement, mais c'est ça qui me fait aimer ce métier. Et c'est tous les jours, en fait, c'est ça qui est... Ton métier, c'est donner des déclics aux gamins? Voilà, c'est d'avoir le regard qui brille quand ils ont réussi une nouvelle activité ou un calcul que la veille encore était compliqué. Ou, là, dans ma classe, chaque jour, on observe une œuvre d'art. D'accord. C'est-à-dire, tu amènes une œuvre d'art dans la classe, une photo? Une impression. Une impression, quel type d'art? Une musique, tout. Visuel, une statue, un tableau? Même un monument, un tableau, une sculpture. Okay. On essaie de faire par semaine un artiste ou un thème. D'accord. Donc enrichissement culturel génial. Ils donnent leur avis. Alors, juste quand tu dis ta classe, toi, c'est 3-6 ans ou c'est quel âge? Moi, mes élèves actuellement, ils ont entre 6 et 8 ans. Donc, les 6-8 ans, toutes les semaines, tu leur parles d'art? Oui, tous les matins. Tous les matins, pendant 10-15 minutes, on parle d'art. D'accord. Et en fait, rien que ça, en fait, c'est de dire, les enfants, ils ont des connaissances, ils disent, ça c'est Dali, ça c'est... voilà, c'est génial. Les gamins à 6-8 ans, ils disent ça? Voilà. Ouais. Et moi j'adore Dali parce que c'est très bizarre, voilà, c'est génial en fait. Et quand ils parlent entre eux, dire, ça c'est bizarre, ça fait un peu comme Dali. En fait, c'est tous ces moments-là où on se dit, ok, là j'ai réussi à leur faire passer un truc auquel on n'a pas forcément à cet âge-là habituellement accès. Ouais. Cette culture et cette curiosité en fait qui moi me fait porter tous les jours en fait. C'est le matin je me lève, je me dis pas j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai envie d'aller travailler justement pour retrouver les enfants qui c'est plus qu'une carrière, c'est une mission de vie, c'est une passion. Ouais, voilà, donc j'ai pas un souvenir parce qu'en fait j'en ai tellement. Voilà, c'est quand on part en sortie, c'est quand ils ont justement toutes ces questions qu'ils enregistrent, au parc, quand ils voient des enfants qui ne connaissent absolument pas, qui sont tristes, et qui vont aller vers eux, qui vont essayer d'aller voir ce qui se passe. Donc, on voit que l'empathie qu'on essaye de leur communiquer tous les jours, ça fonctionne, et ils vont essayer d'aller aider cet enfant qui est en train de pleurer. Et c'est tous ces moments-là, en fait, qui fait ok, ça fonctionne ce qu'on est en train de faire. Tu ressens une vraie connexion des enfants entre eux? Oui. Plus que dans un environnement traditionnel ou différent ou le même? Alors, entre eux, moi, ma classe, ils sont en tout petit effectif, ils sont 12. Donc déjà, il y a forcément, ils ont... T'as 12 personnes dans la classe? Voilà, ils ont 12. Ouais. Donc forcément, ils ont déjà une relation complètement différente que quand ils sont 30, c'est évident. Bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est effectivement quand ils sortent, parce que du coup, comme on sort beaucoup, parfois on est amené à croiser d'autres enfants, par exemple au parc ou en extérieur. C'est déjà arrivé qu'il y ait une autre classe un peu plus loin, avec des animatrices qui n'étaient pas forcément dans la bienveillance, et un enfant qui pleure, et puis arrête de pleurer toi, et puis elle repart, l'animatrice. Donc les enfants, moi j'ai vraiment vu, pour le coup j'étais avec des petits, ils avaient 3-4 ans, ils ont regardé l'animatrice, on me disait d'habitude l'adulte il fait pas comme ça chez nous. Et donc c'est l'enfant les élèves de l'école qui sont allés voir l'enfant, mais qu'est-ce que t'as, pourquoi tu pleures? Et donc ils ont écouté l'enfant, et ils ont dit, allez viens jouer avec nous, ça va te changer les idées. Je me dis, à 3-4 ans, ils ont déjà beaucoup plus d'empathie finalement que l'animatrice qui était avec eux, qui devait avoir la vingtaine. Et je dis ok, donc tout ce qui est amené alors par nous, mais aussi par les familles qui font le choix de mettre leurs enfants ici, ça fonctionne, et ça fait des adultes, des futurs adultes forcément plus empathiques et qui vont être ce dont le monde a besoin. Oui, de plus en plus. Ok. Bon, écoute, donc là, ton école, elle a 4 ans. Oui. C'est quoi la suite? C'est quoi tes projets pour cette école, et peut-être une manière plus globale? C'est quoi la suite pour toi? Alors, je tiens à rester à une école à taille humaine. C'est surtout pas monter sur plein de classes ou des choses comme ça, parce que justement, la richesse, c'est de pouvoir rester sur une petite structure, je trouve. Le seul projet, ça serait éventuellement d'avoir une classe pour les 9-12 ans à part. Alors là, les enfants on peut les accueillir jusqu'à 12 ans actuellement. Juste une question, on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais Montessori, c'est une philosophie, mais de quel âge à quel âge? C'est quoi un enfant? C'est de quel âge à quel âge? Pour Maria Montessori. Maria Montessori a créé des structures de 3 ans jusqu'à 12 ans. D'accord. Elle avait des projets sur du 12-15, donc collège en fait. Ok. Ils sont pas arrivés à jour en fait. Ça s'est jamais créé. Ça restait à l'étape de projet, donc elle a écrit quand même des livres. Il y a maintenant des collèges Montessori qui existent, mais ça va être de l'inspiration, puisqu'en fait
ça n'a pas Ouais. existé Bien sûr. sous son temps. Son projet à elle, c'était vraiment sur une structure un peu comme un éco-village où vraiment les enfants, les collégiens donc partis en internat, se géraient sur leur budget et sur la vie quotidienne, etc. Ça n'existe à ma connaissance pas ou très peu, en tout cas pas en France. Mais au-delà de ça, ben, on garde sur les collèges Montessori, on garde le côté central de l'adolescent, du coup, sur ses apprentissages, sur son... voilà, c'est lui qui est au centre, c'est pas le groupe, c'est lui qui est au centre et on développe ses capacités. Mais des écoles entre 3 ans et 12 ans, il en a existé sous Maria Montessori, il en existe de plus en plus en France aussi. Toutes se valent d'ailleurs ou pas? Parce que Je pense. je crois que c'est. Arrête-moi si je me trompe, je pense que n'importe quelle école peut marquer Montessori Oui. dessus, ou il y a un cahier des charges minimal à avoir. Alors, il y a les écoles AMI ont un cahier de charge. Qui veut dire AMI? AMI, c'est Association Montessori Internationale. D'accord. Donc, c'est une formation spécifique. Il y a un cahier des charges à suivre qui ne se regroupe pas forcément sous Alors, mes... si je peux me permettre, donc il y a Montessori, c'est un nom, Voilà, et qui il y a est les un écoles nom. Montessori qui sont estampillées, on dit ça AMI. AMI, où là les professeurs ont suivi une formation Montessori, Tout à fait. et il y a celles qui sont Montessori, mais en fait on peut faire n'importe quoi Voilà. à l'intérieur, c'est Voilà. ça que tu es en train de dire? Voilà. D'accord, donc Et- le mot Montessori ne suffit pas en fait, il faut Non. vraiment des profs formés par l'association. Ou en tout cas, il faut se renseigner. En fait, là, c'est aux parents quand ils font le choix d'inscrire leur enfant dans une école Montessori, D'accord, c'est poser des questions à l'inscription. Parce que donc, moi, je ne suis pas une école AMI, d'accord. mais on a quand même des formations suffisantes pour pouvoir... Toi, ta formation, c'est quelle? Moi, j'ai un master en éducation de l'éducation nationale. Ça s'appelle Master MEF, méthode D'accord. d'éducation de la formation. D'accord. J'ai aussi le concours, le CRPE, donc, et j'ai eu des classes en public. Donc voilà, j'ai quand même un bagage suffisant pour me dire je sais gérer la classe, l'enfant. Et la formation Montessori que tu as suivie, c'est quoi? C'est apprendre Montessori, qui est sur un an, et avec une partie théorique et une partie pratique en stage. D'accord, tu as fait dans la fameuse école Voilà, de tout à fait. 15 enfants. Voilà. Ok. Voilà, donc c'est vraiment faire attention si on veut faire un choix d'école, c'est poser des questions en fait. Faut se méfier si les enseignants c'est une reconversion et qu'ils n'ont jamais eu de classe devant eux. Alors ça peut être super, parce que je dis pas qu'une reconversion c'est forcément mauvais, mais gérer un groupe d'enfants c'est quand même un métier. Et l'expérience, il faut l'avoir et poser les questions, savoir comment ça se passe. Ouais, ressentir le prof, voilà. Ressentir l'ambiance, l'énergie, savoir si elle a le niveau de compétence, enfin, il ou elle a le niveau de compétence requis, etc. Et puis la bienveillance, parce qu'en fait, on peut s'appeler Montessori et pas forcément dans la bienveillance. Et ça va pas ensemble du coup, en fait. Bienveillance, c'est vraiment un mot, d'ailleurs, tu l'as dit 2-3 fois durant cette interview, c'est un mot central dans la philosophie. Oui. Alors c'est très à la mode en ce moment, donc on peut en dire tout et n'importe quoi, mais pour moi c'est très important. J'ai aussi suivi une petite formation en communication non violente, ça se regroupe, c'est pas être dans le jugement, pas être dans on casse pas les enfants, on monte pas devant... Il y a plein de choses, les punitions, tout ça, en fait, il y a des écoles Montessori qui, même s'ils sont Montessori, ils oublient ces concepts-là et qui sont... Il n'y a pas de punition chez toi? Non. Jamais? Non. Il y a des notes? Non. Il n'y a pas de notes, pas de punition? Non. Vraiment, et comment tu arrives à évaluer les enfants s'il n'y a pas de notes d'ailleurs? Eh ben, on regarde ce qu'ils font, on regarde ce qu'ils produisent. Ouais. Moi, en fait, il y a une évaluation, mais l'enfant n'en a pas connaissance. Ah, il n'y a pas de note destinée à l'enfant, voilà. Mais il y a une évaluation, bien sûr, qui est très précise pour l'enseignant, pour avoir un niveau... Pour savoir où il en est. Même on observe plus l'enfant en Montessori que l'éducation nationale, pour savoir qu'est-ce qu'il faut présenter au bon moment à l'enfant. Par rapport à ces fameuses périodes sensibles que tu évoquais au départ. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais l'enfant n'en a pas connaissance, donc il n'y a pas de note dans son cahier en disant ou un bonhomme content ou un bonhomme pas content. Ce qui signifie en fait l'enseignante est très triste parce qu'il a raté son exercice. Non, en fait, ça pas de rouge, pas de zéro, pas de bonhomme pas content, rien de tout ça. Non. Okay. C'est que ici c'est trompé, je dis, je crois qu'on va revoir ensemble la notion, on refait ensemble et puis on réexplique. Voilà, en fait, on a tous besoin de se tromper pour apprendre. C'est juste les neurosciences, les découvertes de neurosciences récentes le prouvent. En fait, c'est en se trompant et en remodifiant son comportement qu'on apprend. Et c'est pas en se disant là t'as raté. Là, ça aide pas beaucoup. Donc pour revenir sur la question de départ, c'est les projets par rapport à ton école et ta carrière. Agrandir avec une classe en plus sur du 9, 12. Là, aujourd'hui tu as 3-6 ans. Voilà. 6 ans, 9 ans.
En fait, actuellement, 6-9 ans par les faits, parce que l'école a 4 ans, on s'est engagé à accueillir les enfants jusqu'à 12 ans. Mais à terme, l'idée, c'est d'avoir une classe à part pour les 9-12 ans, puisque du coup, là, ça il commence à être très grand et d'avoir d'autres enjeux qui se jouent. En fait, on a un peu des pré-ados et je trouve qu'ils n'ont pas forcément leur place aux côtés des enfants de 6 ans, d'un point de vue taille, mots, Bien sûr. gestuelle, enfin tout ça, et même par rapport aux apprentissages. Hein. Donc, c'est d'avoir une autre classe pour eux, mais pour l'instant, il faut que nos élèves actuels grandissent un peu pour que le groupe se crée. Bon, bah, écoute, merci. Est-ce que si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées à en savoir plus, il y a de la place aujourd'hui dans ta classe? Tu peux libérer 1 ou 2 places ou c'est Chez les plein? élémentaires, il y a 1 ou 2 places encore en plus. D'accord. Et puis après, sur les maternelles, chaque année, il y a des nouvelles inscriptions qui se font. Voilà. Bon, bah, top. Merci beaucoup. C'était Enora, l'école Montessori dont on parle, elle se trouve à Bordeaux, en plein centre-ville, à Bordeaux-Lac. Elle est enfin un petit peu excentrée au centre, mais dans la ville de Bordeaux, à Bordeaux-Lac. Si tu as besoin de plus d'infos, ben, je te mets tous les liens dans la description. Merci Enora. Merci beaucoup. Et puis ben, si Et cette merci vidéo, à vous. si cette vidéo te parle, n'hésite pas bien sûr à la liker, à laisser un petit commentaire et à la partager. À très bientôt.